Bonjour à tous, merci à l'ensemble de l'équipe de l'IRBMS de m'avoir fait confiance et de venir vous parler du sujet de l'articulation de l'épaule concernant un sport émergent. Donc ça va se rapprocher un petit peu de la partie du début d'après-midi avec les simulateurs de chute libre. Concernant l'épaule, vous le savez, c'est l'articulation la plus mobile de l'organisme, mais aussi la plus instable, de par son anatomie qui est composée à la fois de parties osseuses, cartilagineuses, mais aussi beaucoup de parties molles, les tendons, les muscles, les ligaments. Et en fait, on observe de manière naturelle une disproportion et une discongruence des surfaces articulaires, contrairement à d'autres articulations comme la hanche et le genou. La problématique de l'instabilité, c'est souvent un cercle vicieux avec un premier traumatisme suite à un choc important qui crée une subluxation, une luxation, puis une lésion osseuse, que ce soit sur le versant huméral ou glénoïdien. Et plus les lésions sont présentes, plus l'instabilité survient pour des mouvements de plus en plus faibles et de plus en plus anodins. Les éléments stabilisateurs anatomiques de l'articulation gléno-humérale vous sont connus. Il y a à la fois les éléments osseux, que ce soit sur la tête de l'humérus, la glène de l'omoplate, le bourrelet glénoïdien qui fait le tour de la glène de l'omoplate, qui augmente la congruence de l'articulation. Il y a le bourrelet glénoïdien antérieur, inférieur, postérieur. Il y a à la fois les stabilisateurs des parties molles qui sont composés par la capsule et les ligaments gléno-huméraux supérieurs, moyens, inférieurs. Les ligaments gléno-huméraux moyens et inférieurs sont les plus développés. Il y a de manière biomécanique une dépression intra-articulaire naturelle qui augmente la stabilité. Et de plus, il y a aussi un élément plutôt dynamique musculaire prépondérant dans la stabilité antérieure, c'est le muscle sous-scapulaire en lui-même. En effet, on va le voir un petit peu, les principales luxations, 95% des luxations sont dites antéro-inférieures et sont rarement dans des traumatismes directs violents, mais la majorité des cas dans des traumatismes dits indirects, avec le bras en abduction et rotation externe. On va voir un petit peu la conséquence du sujet. Pourquoi le patient, le sportif, peut présenter un épisode d'instabilité, soit avec un défaut de congruence et une fragilité du point d'appui antéro-inférieur. On va le voir que si le bourrelet glénoïdien, si la capsule est distendue, s'il y a une lésion osseuse, que ce soit sur l'aspect de la glène de l'omoplate ou sur la tête de l'humérus, ça augmente l'instabilité. L'absence d'obstacle musculaire antérieur, c'est-à-dire que quand le bras se porte comme ceci en abduction-rotation externe, et bien en fait, il y a la tête humérale qui vient passer en dessous du muscle sous-scapulaire, de par la biomécanique elle-même avec la grande mobilité de l'articulation gléno-humérale. Et surtout, on va le voir dans les sports qui présentent des traumatismes violents en position dite armée du bras. Donc de manière classique, les problèmes d'instabilité antéro-inférieure, c'est donc des mouvements d'abduction-rotation externe dans les sports communément connus, que ce soit les sports contact, les sports d'armée contrée, les sports de combat, les sports collectifs, rugby, football. Et donc dans ma pratique, je me suis rendu compte qu'il y avait un nouveau sport qui arrivait, qui était pourvoyeur de cette instabilité. Donc je me suis renseigné un petit peu et je me suis rapproché notamment de la Fédération française de parachutisme qui propose plusieurs disciplines, que ce soit le vol relatif, la voltige, la voile contact, le handyfly, le parapente, le freestyle, la précision d'atterrissage, le free fly, le skysurf, le vol relatif vertical et le dernier venu, c'est le vol en soufflerie. Donc je me suis renseigné un petit peu, effectivement, sur les principales contre-indications de ce vol en soufflerie que normalement on doit vous proposer quand vous vous rapprochez de ce type de structure. C'est d'abord demander s'il n'y a pas des maladies cardiaques ou pulmonaires significatives qui peuvent contre-indiquer le sport, notamment avec des pacemakers, des défibrillateurs. Des entorses récentes de toute articulation avec une chirurgie récente de moins de 3 mois, des maladies neurologiques comme l'épilepsie. Et sur la pathologie ostéo-articulaire, il est bien noté
notamment des fragilités de l'épaule, que ce soit des instabilités, des subluxations ou des luxations déjà présentes avant l'expérience et non opérées, ou une hyperlaxité ligamentaire, c'est-à-dire que sur l'épaule, c'est une hyperrotation externe supérieure à 85 degrés. Donc normalement, il devrait y avoir un filtre avant de pratiquer cet exercice. Et ça, c'est une patiente que j'ai vue récemment en consultation. Et le monsieur qui m'accompagnait, il a levé le bras, c'est pas moi qui ai fait le mouvement. Et du coup, après, enfin, mon bras, il tenait plus, il était plus. Enfin, il volait tout seul, donc je devais le tenir. Et donc, je pense que ça s'est luxé. Et voilà, après, ça s'est. Maintenant, depuis, c'est hyper instable. Voilà. Je sais pas si ça se luxe, mais en tout cas, c'est instable. Voilà, donc l'avantage de ce type de sport, souvent c'est un cadeau d'anniversaire, une fête avec les amis, la famille. Et donc les patients viennent avec la vidéo. Et donc ici, cette patiente a pu me fournir la vidéo. Et donc vous le voyez ici, c'est en fait c'est dans le premier cas de figure, c'est ce qu'on appelle une hyperlaxité. Cette jeune fille était hyperlaxe. Et elle présente dès le début du vol une subluxation, c'est-à-dire que vous voyez, le moniteur il ne s'en rend pas compte. Et en fait, cette patiente, tout le vol, elle l'a passé avec l'épaule subluxée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas du tout les bras écartés, comme dans la technique. Mais en fait, elle se tient le bras, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à l'exprimer. Il y a beaucoup de sons, beaucoup de bruit. Et en fait, dans tout le vol, elle avait l'épaule subluxée avec la nécessité de tenir l'autre bras parce qu'elle avait mal et c'était inconfortable. Et vous voyez, le vol qui dure une trentaine, une quarantaine de secondes, eh bien, a été assez désagréable pour elle. Ça, c'est un autre patient. Donc, observez bien son épaule droite. Et ça, c'est un patient qui avait un antécédent un antécédent de butée de la targie. Et encore une fois, c'est un petit cadeau de 50 ou 60 ans. Observez bien l'épaule droite. Voilà. C'est bien, je l'ai en face. Ah, Et en fait, de manière expérimentale, eh bien, en fait, il y a eu un moniteur en voulant il s'est fait mal à l'épaule. le bras du patient. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il lui a présenté un mécanisme en abduction rotation externe. Et là, il s'est luxé l'épaule complètement. Donc les patients viennent nous voir en consultation. Bien entendu, il faut réfléchir sur l'aspect médical ou chirurgical du traitement. Pour cela, bien entendu, il faut examiner le patient, l'interroger, savoir si c'est des subluxations, luxations, premier épisode ou pas. Il faut s'appuyer sur des radiographies standards, comme vous le savez, que ce soit sur le diagnostic de la luxation, si ça a été fait aux urgences, l'analyse d'une encoche, la visibilité ou non d'une érosion osseuse ou d'une fracture de la glène de l'omoplate. Donc vous voyez ici sur la radio standard une encoche volumineuse de la face postérieure et supérieure de l'humérus, et ou une lésion du stock osseux glénoïdien avec à gauche une glène de morphologie normale, une érosion, une fracture au milieu, et plus une érosion significative sur la radiographie C. On s'appuie également sur l'examen de référence dans l'instabilité qui est l'arthroscanner pour rechercher à la fois les lésions des parties molles, les lésions des parties osseuses, voire cartilagineuses, parce que l'instabilité peut conduire à des lésions de chondropathie assez rapides. Donc ici, vous voyez la lésion de Bankart, antéro-inférieure en avant. Vous avez l'encoche de la face postérieure et supérieure de l'humérus qui est assez profonde, large, engageante. Et surtout, ce qui est intéressant à voir, c'est l'évaluation du stock osseux glénoïdien. Et vous voyez ici, sur un scanner assez typique et significatif, une perte de substance très importante osseuse, un peu comme la balle de golf hein, qui est sur un tic qui est abîmée. Et vous imaginez bien l'instabilité résiduelle et significative du patient. Il faut bien entendu poser des questions, savoir à qui on a affaire. Il y a un score, le score ISIS, qui nous permet d'évaluer la sévérité de l'instabilité et donc avoir un intérêt thérapeutique secondaire. On se demande l'âge du patient, on demande s'il est actif et s'il fait des sports plutôt en compétition ou en loisir. Les types de sports, bien entendu, sont intéressants à analyser.
On va, comme je vous l'ai expliqué, analyser ou non la présence d'une hyperlaxité constitutionnelle. On s'appuie enfin sur les lésions osseuses, que ce soit sur la tête de l'humérus, donc la balle de golf, ou sur la glande de l'omoplate, le TI, pour voir si les structures osseuses sont présentes ou non. Le score est sur 10 points et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un niveau significatif à 3, c'est-à-dire que si le patient présente un score ISIS inférieur à 3, c'est entre guillemets une petite instabilité et au-dessus de 3, plutôt une grosse instabilité. C'est important pour nous parce que les études scientifiques ont montré que si c'était une petite instabilité, soit on pouvait préconiser ou privilégier dans un premier temps un traitement médical fonctionnel avec un renforcement musculaire et ou juste une intervention dite allégée qui est la retention capsulaire isolée. Et à l'inverse, avec un score ISIS supérieur à 3, ça contre-indique l'intervention de retention capsulaire isolée sous peine de récidive plus ou moins à long terme. Et donc, dans l'arsenal thérapeutique, il existe plusieurs interventions chirurgicales, mais principalement dans vos cabinets et dans votre pratique, vous aurez soit des patients qui auront pu bénéficier d'une intervention de Bancart avec un score d'instabilité faible, ou plutôt une butée de Latarjet chez les patients avec une instabilité et des lésions osseuses ou ligamentaires plutôt sévères. Concernant la butée de Latarjet que l'on propose chez les patients qui se déboîtent l'épaule, qui sont actifs, sportifs et qui veulent faire des sports à risque, l'intervention de base est décrite et a été inventée, publiée pour la première fois par le docteur Latarjet. C'est un Lyonnais anatomiste chirurgien qui a eu l'idée de transférer le processus coracoïde en avant de la glène à travers le corps musculaire du muscle sous-scapulaire pour augmenter le stock osseux glénoïdien. Donc il y a à la fois un effet osseux. Je vous ai expliqué qu'un des éléments d'instabilité était lors de la position de l'abduction-rotation externe, la fuite de la tête humérale sous le muscle sous-scapulaire. Et là, cette intervention permet de plaquer le corps musculaire par rapport à la tête humérale, donc un effet sangle. Et enfin, on réalise une retention capsulaire complémentaire. C'est un triple verrouillage avec une retention capsulaire, que ce soit avec le ligament acromiocoracoïdien ou directement sur la glène de l'omoplate. Plusieurs techniques sont à la disposition. Ça reste une intervention dite compliquée. Il y a des avantages et des inconvénients pour la chirurgie à ciel ouvert ou la chirurgie sous arthroscopie. À ciel ouvert, c'est le gold standard, c'est-à-dire que ça a été bien entendu publié et avec des résultats tout à fait corrects. Il peut y avoir néanmoins quelques désavantages théoriques, que ce soit sur l'ouverture avec les risques d'hématome ou d'infection et ou les risques ou les séquelles esthétiques secondaires. La fixation par vis reste le gold standard. Néanmoins, on peut observer dans certains cas des problématiques mécaniques en rapport avec la visserie, que ce soit des conflits avec la tête humérale, des migrations ou des fragilisations de butée lors de l'implantation de la vis sur la butée coracoïdienne. Des études scientifiques ont été menées par les chirurgiens spécialistes de l'épaule et lors du congrès annuel de la Société française d'arthroscopie sur le symposium concernant la butée sous arthroscopie, les ténors de la chirurgie française ont validé le fait que c'était une alternative tout à fait efficace et comparable à la butée à ciel ouvert. Donc pour ma part, j'utilise cette technique sous arthroscopie et donc au lieu d'utiliser une visserie, on va utiliser un système par double bouton pour permettre un positionnement optimal et aussi favoriser la consolidation osseuse. Donc j'ai réalisé quelques cas depuis 2015 chez les sportifs, bien entendu, à peu près 1 à 2 interventions par semaine qui permettent d'obtenir une certaine régularité et une certaine gestion de cette intervention chirurgicale. On peut parfois être amené à reprendre des patients qui ont bénéficié dans un premier temps d'une intervention de Bancart isolée, et ça permet c'est ce qu'on appelle une chirurgie dite de reprise. C'est une intervention difficile et plus ou moins risquée. J'ai eu une atteinte du nerf axillaire durant une intervention qui a dû être réopérée pour une neurotisation. De récidives de patients à qui j'ai dû
proposer une intervention itérative pour augmenter la stabilité. Mais en revanche, je n'ai pas eu d'infection ni d'hématome sur ma série personnelle. Donc vous avez ici une petite analyse vidéo de cette intervention. Donc ça se passe sous arthroscopie. Le patient est en position semi-assise, sous anesthésie générale. Et on travaille donc l'arthroscopie, comme vous l'avez dit Romain tout à l'heure. On introduit une caméra dans l'articulation de l'épaule. On travaille avec un système optique, un système d'arthropompe qui permet de distendre l'articulation ici gléno-humérale et de travailler de manière précise sous contrôle direct de la vie avec une absence de saignement péropératoire. Donc cette intervention a nécessité l'invention et le design de certains instruments, notamment pour préparer le processus coracoïde avec un guide spécifique tripode qui permet d'insérer une broche dans le processus coracoïde centré. Et vous l'avez vu, une fois qu'il y a eu un avivement de la coracoïde pour obtenir un os spongieux, eh bien, on a transféré un transplant, le double bouton, à travers la coracoïde. Donc, durant l'intervention, en premier lieu, on réalise la préparation de la coracoïde. Ici, vous avez donc une épaule droite. Là, vous avez ici l'avivement de la glène de l'omoplate qui va permettre d'accueillir le processus coracoïde qui aura été transféré à travers le corps musculaire du sous-scapulaire. Les systèmes d'ancrage que vous avez vus avec les fils, c'est l'intervention de bancarde finale, c'est-à-dire qu'on va réaliser 2 sutures dans la capsule articulaire en plus de la butée de la targée pour augmenter le verrouillage gléno-huméral et puis pour théoriquement améliorer la proprioception gléno-humérale après l'intervention. On utilise, comme vous l'avez vu aussi, un guide glénoïdien spécifique qui permet au millimètre près de choisir le positionnement de la butée coracoïdienne sur la glène de l'omoplate. Et ici, vous voyez un des éléments à surveiller durant cette intervention, c'est la gestion du plexus brachial qui est tout près de la partie musculaire antérieure du sous-scapulaire. Et donc, on est obligé de le repérer et de le récliner pour éviter toute lésion nerveuse ou vasculaire. Là, on a créé la fenêtre à travers le corps musculaire du sous-scapulaire. Et suite avec un système de relais, on passe le bouton de fixation définitif à travers la glène de l'omoplate, à travers le processus coracoïde. On transfère le processus coracoïde. On met en place un deuxième bouton postérieur de fixation que l'on vient mettre en place avec des systèmes de nœuds coulissants autoserrants. Et surtout dans cette technique, un tenseur qui permet d'obtenir une compression significative de la butée sur la glène de l'omoplate. On vérifie le positionnement définitif, on serre, et à la fin de l'intervention, on réalise l'intervention de bancarde. Un des avantages de cette technique, c'est d'obtenir une consolidation osseuse, donc il faut respecter un minimum de 4 à 6 semaines au début pour éviter pour que la consolidation se fasse bien. Et une fois que la consolidation est prise, ça permet de retourner au sport et de travailler en tout cas sur l'aspect rééducationnel de manière assez rapide et pour permettre de reprendre notamment pour les sportifs de haut niveau, les sports contact à risque assez rapidement. J'ai analysé mes résultats, j'ai participé à des études en 2020-2021 pour l'analyse du positionnement, l'analyse de la consolidation dans des revues scientifiques et ça permettait de valider un positionnement et une consolidation optimale. En conclusion, donc les simulateurs de vol, bien entendu, c'est un sport entre guillemets dit récent, peu connu. Il faut faire bien entendu attention chez les patients qui sont hyperlaxes ou des antécédents d'instabilité opérés ou non. Et pour les patients qui posent ce problème, des solutions chirurgicales efficaces existent. Je vous remercie pour votre attention.